On va enchaîner sans plus tarder, puisque effectivement désormais l'heure nous est comptée, avec Jean-Luc Petit-Huguenin, monsieur le président directeur général de Paprec. C'était caché à gauche. Vous prenez le forfait grand tour. Venez avec moi, vous mettez au centre et vous allez voir, on a un petit timer qui va aller très très vite. Allez, par ici. Alors Jean-Luc, cet après-midi, il a été question avec Majid El Jaroudi de La Courneuve. Je pense que c'est un lieu que vous connaissez bien. Dites-moi juste ce que vous êtes allé faire en 1994 alors que vous étiez un ingénieur très bien installé et directeur général de la filiale de la Générale des Eaux. Pourquoi est-ce que vous êtes parti pour monter Paprec ? Parce qu'à l'époque, je pense qu'il y a un métier d'avenir qui est le recyclage, que dans ce métier, à côté des deux grands groupes que vous connaissez, Veolia et Suez, on peut créer une alternative et créer une entreprise. Donc, je vais reprendre une petite boîte à La Courneuve, 45 personnes. Ça, c'était il y a 20 ans. 45 il y a 20 ans. En 2013, combien ? 3500 cette année, on espère être 5000 dans 2 ans et on a fait 750 millions de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires cette année et on vise 1 milliard dans 2 ans. Alors, entre l'un et l'autre, il y a une conviction très forte que vous avez, c'est que dans l'avenir, plus une seule matière produite, une matière première qui sera produite ne pourra pas à terme être recyclable. C'est ça en fait votre pari d'il y a 20 ans. Le pari, en fait, c'est un pari sur une évidence. C'est-à-dire qu'on ne sera pas 9 ou 12 milliards, ça dépend des comptes qu'on fait, sur cette planète, à consommer comme des Américains et à tout jeter bêtement dans un trou. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, on a deux théories qui s'affrontent. La théorie de « à la fin, on finira tous dans une grotte avec notre bougie et on sera désespéré. Et puis la théorie de cette croissance sera une croissance verte. Et on va se réjouir que les Chinois, que les Indiens se mettent à consommer, que les Africains se mettent à consommer, parce qu'on va savoir inventer un nouveau système dans lequel, en recyclant les déchets, on sait créer une croissance beaucoup plus forte. On n'épuise pas les ressources de la planète. Donc dans votre modèle, les Chinois, les Asiatiques, tout le monde peut avoir un iPad. C'est ça en gros. Parce que sinon c'est la caverne quand même. Il n'y a pas trop d'entre-deux chez vous. Non, ça veut dire que c'est au fond une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a une alternative au gaspillage, oui, c'est le recyclage. Alors, vous nous avez dit, les matières, on va oser innover sur les nouvelles matières du XXIe siècle. Quelles sont-elles ? En quoi ça consiste précisément ? En 2 mots, je pense qu'on n'a pas encore compris l'importance d'une révolution qui est en train de se passer, qui sera dans les livres d'histoire et de géographie et qui racontera quelque chose d'incroyable au XXIe siècle. J'ai déjà commencé au 19e, parce que ça, vous connaissez. Au 19e siècle, pas personnellement, mais on a développé l'Europe, la France, l'Angleterre, les États-Unis, à partir des industries extractives. C'est-à-dire qu'on est allé chercher du minerai de fer, du charbon, du pétrole, et on a créé l'industrie qu'on connaît, à partir de ce qu'on trouvait dans la terre. Et au XXIe siècle, il faut imaginer qu'à la fin du XXIe, l'essentiel des matières premières consommées, c'est-à-dire pour toutes les matières premières dans le monde entier, on sera aux environs de 60, 70 ou 80% seront issus du recyclage. Il y a une matière première emblématique pour ça, c'est le papier. Le papier, on va simplifier, au tournant des années 2000, donc au début du 21e, pour la première fois, on a fabriqué un peu plus de papier dans le monde à partir de fibres recyclées qu'à partir d'arbres qu'on allait couper dans la forêt. Et ça, ce phénomène-là, il va prendre de l'ampleur tout au cours du 21e siècle. Il va être vraiment extrêmement important. Et on aura moins besoin de minerais de fer, etc. Et on aura plus besoin de vieilles ferrailles avec lesquelles on va refabriquer de l'acier puis des nouvelles voitures. Bon, le papier, c'est un bon exemple parce que le papier recyclé, tout le monde en use, au bureau, chez soi, etc. Et c'est plutôt sympathique. On voit qu'en réalité, la matière recyclée, elle est tout aussi noble que d'autres, elle est aussi pratique d'usage, etc. Mais ce matin, on a beaucoup parlé des stéréotypes et c'est vrai qu'accolé au mot de recyclage, il y a l'idée d'une certaine détérioration. Est-ce que vous avez d'autres produits qui fonctionnent aussi bien que le papier lorsqu'on les recycle ? Oui, on sait recycler sans aucune détérioration du plastique.
je sais refaire une fenêtre en PVC aussi bonne après avoir été recyclée qu'elle l'était à partir de la matière vierge. Mais j'ai plein d'exemples comme ça. Et donc, non, mais j'allais dire plus fondamentalement, arrêtons de penser à la fin du 21e, on construira d'abord à partir de recycler. Et le changement de mentalité, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on ne pensait pas en construisant une voiture à sa fin de vie. On ne pensait pas, quand on mettait de l'eau dans une bouteille d'eau, à la fin de vie. Et tout ça, c'est en train de très profondément changer. Et juste, puisque c'est Osons la France, puisqu'on combat les stéréotypes ici, si j'ai bien compris. C'est le but. Ouais. Eh bien, la but. France est en avance dans le monde entier en matière de recyclage. Elle n'est pas en retard sur les Allemands, elle n'est pas en retard sur la Scandinavie, contrairement à ce que j'entends tout le temps. On est au moins, sur le plan de la technologie, au même niveau. Moi, je passe ma vie à aller visiter mes confrères et mes concurrents dans le monde entier. Je passe ma vie à consommer, à voir des consommateurs de matières premières recyclées. Je vous promets, là, je vous le dis solennellement, je suis prêt à ce que des journalistes viennent visiter mes usines et me suivent dans les usines en Allemagne, etc. Les journalistes vont au pas à la Japon, Courneuve, aux États-Unis, ils sont en retard sur ce qu'on sait faire en France. Et donc, arrêtons, on est un pays formidable. On sait faire plein de choses. Quand vous voulez, je vous fais visiter mes usines, etc. Les usines de mes confrères aussi. Et vous vous rendrez compte que la France est en avance. On sait faire plein de choses. Moi, je serais ravi. Est-ce que, puisque la France est en avance, etc., et c'est un petit peu ce qu'on avait vu ce matin avec, c'est le etc. qui fait Marie-Isabelle, qu'on avait vu avec Myriam Maestroni sur les économies d'énergie. Est-ce que ça veut dire que ce secteur, il est particulièrement porteur? Parce que vous avez vu que c'est difficile en ce moment d'ouvrir un journal sans qu'on vous parle de fermeture de sites, de plan social ou d'emplois qui disparaissent. Est-ce que là, ça va vraiment créer les emplois du 21e siècle? Alors, je ne vais pas résoudre à moi tout seul, mais bon, on est parti 45, on est 3005. Non, mais je vais vous donner un chiffre concret sur ma boîte. C'est 29% de croissance par an pendant 18 ans consécutivement. Et je ne suis pas désespéré que ça s'arrête en plus. Donc c'est possible. Et donc, par exemple, moi, mon premier problème, c'est recruter. On recrute 200 personnes par an, en moyenne. Donc ça, c'est mon vrai sujet. Et donc, est-ce que le recyclage, à lui tout seul, emploiera tous les Français? La réponse, c'est non, ça c'est sûr. Mais par contre, est-ce que dans une nouvelle économie, dans une nouvelle économie mondiale, la croissance verte est possible? La réponse est oui. Et alors la croissance verte, que John Persenda, qui était là tout à l'heure et qui nous fait l'amitié de rester avec nous, expliquait que Sphère et Alphapack ont réussi à doubler les Chinois justement grâce à l'avance technologique et les brevets. La recherche dans votre domaine, elle apparaît de façon moins explicite et pourtant, puisque la France est en avance sur les autres, ça veut dire que vous investissez lourdement sur la recherche, non? Oui, par exemple, si je prends mon entreprise, c'est 200 000 € d'investissement par emploi créé. Donc c'est une vraie industrie. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on soit un vieux pays, c'est un énorme atout. Parce qu'on a un gisement de déchets à recycler qui est considérable. On a plein de progrès à faire. Et là, on fabrique des matières premières et on est capable de les envoyer à l'autre bout de la Terre et donc d'avoir des recettes pour notre balance commerciale. On va conclure, mais juste un petit mot. Mais juste, allez-y. Parce que vous m'aviez lancé sur l'énergie, vous ne m'avez pas laissé répondre dessus. Parce que c'est une autre idée qui était... Non, j'essaie de suivre. Non, mais une autre idée que je voulais dire à tout le monde. Tout le monde comprend très bien que quand on recycle, on économise des matières premières. Ça, voilà. Mais je voudrais vous redire une chose peut-être aussi importante, c'est que quand on recycle, on économise l'énergie de la première fonte. Je vais vous l'expliquer très simplement. Pour transformer du sable en verre, il faut juste 10 fois plus d'énergie que pour transformer du verre en verre. Et c'est pour ça que cette énergie de la première fonte qui permet de faire de l'aluminium à partir de la bauxite, etc. Cette énergie-là, quand vous recyclez, vous la sauvegardez. Et c'est pour ça que c'est un double intérêt. C'est on économise les matières premières et on économise l'énergie de la première fonte. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, ce que représente aujourd'hui dans le monde l'économie liée au fait qu'on utilise des matières recyclées, c'est l'ensemble du kérosène consommé par tous les avions dans le monde entier. Compliment.
Un petit mot de conclusion, puisque effectivement, cette dernière partie, vous savez, elle est au conditionnel, oui, il faudrait oser. Donc, je ne sais pas si vous avez entre 22 et 32 ans, ça ne me regarde pas, mais puisque Emmanuel Duez parlait des Mickey, alors je ne sais pas si vous en êtes un, mais vous êtes passé de 45 à 3500 salariés. C'est donc que vous avez une idée de ce qu'il faut faire pour croître. Est-ce que vous avez un dernier conseil à adresser à cette jeunesse qui vous écoute ? Je dirais d'abord, dans ma boîte, je trouve que les jeunes sont absolument formidables. Et je trouve qu'on leur fait une place difficile dans notre société parce que, grosso modo, on n'accueille pas nos jeunes et nos vieux, on veut les faire partir. Et donc, si vous voulez susciter du désespoir, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre parce que si on est employable de 35 à 45 ans, on ne peut pas créer une société qui fonctionne. Et donc, par exemple, mon entreprise, on recrute plus de 50, plus de 55, plus de 60. Hein, le dernier qu'on a recruté, là, notre record, on vient de le battre, 62 ans. Donc, ben oui, mais 62 à 66 ou à 65, il va être formidable dans mon entreprise. Donc, nos seniors et nos jeunes, que moi, je trouve incroyables, qui font plein de choses. Et je dirais, dans la réussite de Paprec, il y a un point que je voudrais signaler, parce que ça rejoindra ce que disait la petite Miss juste avant moi. Moi, j'ai parié sur la diversité. C'est-à-dire que dans mon entreprise, je voulais des jeunes et des vieux. Je voulais des hommes et des femmes, je voulais des bac-12 et des bac+12, je voulais des gens de couleur et des gens blancs comme moi. Si vous voulez, fondamentalement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on croit que c'est une idée généreuse, mais quand, comme moi, on crée 3500 emplois en 20 ans, ben, ce n'est pas une idée généreuse, c'est juste une idée du XXIe siècle. Merveilleux. Un grand bravo.